Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. Nous sommes maintenant à 3 semaines des élections régionales. Depuis lundi, les listes sont closes, les candidats sont déclarés en préfecture. Nous allons donc vous présenter ces candidats, leur programme, faire le point sur les enjeux politiques dans la région. La région va-t-elle basculer à droite? Y aura-t-il des fusions entre les deux tours? Et si oui, lesquelles? Pour évoquer tout cela, avec moi aujourd'hui dans ce studio, Virginie Charbonneau de France 3 Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour Christine, bonjour à toutes et tous. Et Goulven Boudik, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nantes. Bonjour. Je vous le rappelle, nous votons les 6 et 13 décembre. Nous sommes donc dans la campagne. Et pourtant, les candidats restent des inconnus pour beaucoup d'électeurs. Témoin ces réactions recueillies dans la rue à Nantes et à Angers. Bruno Retailleau, c'est un républicain. Fargeau, ça... Clergeau. Je connais pas. Bruno Retailleau, alors c'était le président du Conseil général de Vendée. Je viens de Vendée, j'ai déménagé au mois d'août. C'est pour ça, j'ai pas de mérite. Est-ce que vous savez qui est Christophe Clergeau? Le candidat PS. Aux élections régionales. Oui, aux élections régionales, il veut remplacer Oxet. Non, ça m'intéresse pas des masses. Les politiques, on n'y croit plus, donc qu'on en mette un de gauche ou un de droite, c'est pareil. C'est vous qui est Christophe Clergeau? Non, même pas, de nom. Bruno Retailleau? Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose, celui-là, mais non, franchement, je suis pas trop branchée. Non. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que je devrais pas, mais c'est que peut-être ça nous intéresse pas suffisamment. On ne se sent pas suffisamment concerné, j'en sais rien. Mais non, mais il va falloir qu'on s'y mette, parce que je sais que c'est bientôt. Mars ou... Non, même pas. C'est maintenant, là, en fin d'année. Bon, voilà. Est-ce que vous savez qui est Christophe Clergeau? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissez Bruno Retailleau? Bah oui, c'est mon voisin à Lilieu. Il a sa maison d'été à Lilieu et nous sommes côte à côte. Alors lui, je connais très bien. Est-ce que vous connaissez Christophe Clergeau? Pas personnellement, mais de nom, oui. Et il va faire quoi bientôt? Il va être candidat à quoi bientôt, Christophe Clergeau? La présidence de la région, non? Bruno Retailleau, je crois que c'est quelqu'un qui vit en Vendée, je crois, qui est quelqu'un qui s'est séparé, qui était proche de M. Devilliers, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait scission pour mener sa vie politique personnelle, qui lui est de droite, rapproché de Sarkozy ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Petite question sur les élections régionales. Alors là, c'est bon. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire puisqu'on vous a posé la question uniquement sur les 2 principaux candidats. Et il y a 10 listes, des candidats de plus en plus nombreux, 13 régions en France depuis la réforme territoriale. Et pourtant, le nombre de candidats est en hausse, 900 candidats de plus qu'en 2010. Et Virginie Charbonneau, eh bien, notre région n'échappe pas à cette règle. Eh bien non, effectivement, ça ne vous a pas échappé, vous l'avez dit Christine. On a pratiquement divisé par 2 le nombre de régions et pourtant, il y a encore plus de candidats qu'en 2010 au niveau français. 20 584 candidats en 2010 en France. Vous l'avez dit, 900 de plus cette année. En Pays de la Loire, même tendance, 1030 candidats le 6 décembre prochain contre 824 en 2010. C'est normal, 10 listes se présentent dans notre région. Elles étaient 8 il y a 6 ans. Pourquoi cette inflation, Goulven Boudik? L'inflation relative, ce n'est pas complètement inédit. En 1998, déjà, on était à 10 listes. Je dirais que le cadre de l'élection de 2004 est plutôt une exception, puisqu'on n'avait que 6 listes. Entre 8 et 10 listes, c'est à peu près la moyenne régionale. Et ça correspond à une offre politique qui est assez large, même si elle est ici plutôt marquée par un éclatement à gauche. On y reviendra, je crois. Et le fait que Jacques Oxiette, le sortant, ne se représente pas, est-ce que, évidemment, la place est vide? Ça laisse plus de candidats à aller sur cette élection? Oui, on peut penser que la succession encourage les velléités, mais en même temps, je crois qu'il y a aussi le contexte national, l'impopularité du pouvoir exécutif actuel, qui laisse penser qu'on pourrait tirer son épingle du jeu d'une forme de sanction du gouvernement. Et donc, on voit se mobiliser tout un ensemble d'adversaires du Parti socialiste et de la majorité socialiste aujourd'hui. Alors certains sont en campagne, c'est le cas des principaux candidats depuis des semaines, voire des mois. D'autres ne feront quasiment pas campagne.
Virginie Charbonneau, ils n'ont pas tous les mêmes moyens financiers, ces candidats. Alors en fait, Christine, théoriquement, si, puisque chacun, en théorie, peut dépenser exactement la même somme. En Pays de la Loire, le plafond, c'est 1 080 000 €. Le calcul est compliqué pour arriver à ce chiffre. Je vais vous l'épargner. Pour faire simple, en fait, c'est en fonction de la population de la région. Le remboursement des frais de campagne, il n'est effectué que si la liste obtient ou dépasse les 5% au premier tour. Et c'est en ça que vous dites, Christine, effectivement, que tous ne vont pas faire campagne. Pourquoi ? Eh bien parce que si elles n'atteignent pas ce score, les petites listes ne seront pas remboursées. Elles ne prennent donc pas de risque, elles font une campagne au minimum. Et c'est tellement minimum parfois qu'il n'y a parfois même pas de profession de foi, évidemment pas de meeting. C'est forcément les financements qui imposent un peu le rythme aussi de cette campagne pour les petites listes. Juste une précision, si jamais on dépasse ce plafond des 1 080 000 €, et là je parle bien sûr des plus grosses listes, eh bien c'est très risqué. Le candidat peut être condamné à de la prison, à une amende. Il peut être déclaré inéligible et éventuellement ne pas être remboursé aussi de ses frais de campagne engagés. La moitié peuvent être remboursés sur les 1 080 000 € dont je vous parlais, remboursés par l'État en tout cas. Goulven Boudgui, à quoi ça sert de faire campagne si on n'a pas les moyens de faire campagne, si on ne peut même pas imprimer des professions de foi pour donner ses idées ? Ça sert déjà éventuellement à avoir accès aux médias, puisque les règles de la campagne font que même quand on est petit, on a un accès assez, soit équitable, soit égal aux médias. Donc c'est une façon d'accéder à un espace public médiatique qui est parfois donc fermé. Oui, d'exister, de faire valoir le nom de son parti, de renvoyer éventuellement à d'autres formes d'existence sur Internet, où les choses sont plus libres. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci dans la capacité de financement des petits partis qui rend difficile leur émergence, comme de toute façon aussi le mode de scrutin. Par exemple, il faut être présent dans tous les départements d'une même région. Chez nous, 5 départements, ça suppose une organisation partisane, une présence préalable sur le territoire que les petits partis ne sont pas susceptibles d'avoir. Alors, des petits partis qui ont une existence légale importante et historique, comme Lutte ouvrière par exemple, qui vont faire des meetings, et qui n'atteindront certainement pas les 5%, enfin d'ordinaire ils ne le font pas. Comment est-ce qu'ils arrivent à se rembourser sur ces campagnes électorales ? Ça peut arriver à Lutte ouvrière de dépasser les 5%. En 2004, Lutte ouvrière avait fait un peu plus de 6% dans un contexte un peu différent, où Lutte ouvrière était la seule liste à gauche du Parti socialiste, s'il y avait une union entre le Parti communiste, les Verts et Jacques Oxiette. Ça n'est pas le cas cette fois-ci. Ça n'est pas le cas cette fois-ci, et c'est vrai que dans ce contexte de concurrence à l'extrême gauche, Lutte ouvrière peut ne pas dépasser les 5%. Il y aura appel à ce moment-là aux subventions propres, aux contributions propres des adhérents de Lutte ouvrière, par le biais de souscriptions, comme on le voit à travers souvent les suites des scrutins. Alors on va maintenant parler de la représentation politique sur ces élections, de l'extrême gauche, on vient d'en parler avec Lutte ouvrière, jusqu'à l'extrême droite avec le Front National. Et on va commencer par le candidat de Lutte ouvrière, Eddy Lebelair, déjà présent en 2010. Il avait fait 1,6% des voix, candidat à une élection régionale, et pourtant il ne croit pas vraiment à la région. On l'écoute. Je ne suis pas chauvin, ni de la région, ni du pays dont je suis né. Et je ne vois pas l'intérêt pour moi de faire connaître plus la région des Pays de Loire qu'une autre région. Et puis je vais vous dire, sur les idées chauvines, moi il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est de voir aujourd'hui un petit peu partout les frontières qui s'érigent autour de l'Europe, à l'intérieur même de l'Europe. Et moi je crois que le chauvinisme, c'est un poison qui est distillé par les gens qui nous exploitent pour monter les classes populaires les unes contre les autres, les exploiter les uns contre les autres, pour qu'ils ne se retournent pas contre ceux qui les exploitent. Et je peux vous dire que dans l'histoire, ça a coûté très cher aux classes populaires. Et le programme de Lutte ouvrière, c'est clair, c'est faire entendre la voix des ouvriers. C'est ce qui dicte en tout cas les propositions d'Eddy Lebelair. On l'écoute à nouveau sur les investissements de la région. Aujourd'hui, ce qui est utile de financer, c'est les services publics, là encore, utiles à la population. Et ensuite, ce qui est important de savoir, effectivement, c'est où on va chercher l'argent. Et moi, je crois que je refuse de dire que c'est aux classes populaires, aux gens qui ne vivent que leur travail, de payer ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent du travail des autres, qui vivent de l'exploitation des gens. Et ben moi, je crois qu'aujourd'hui, les financements, on doit les chercher là, et ils en ont largement les moyens. Et l'emprunt ? Est-ce qu'il faut emprunter ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? Et qui va rembourser ? Et c'est pareil pour les impôts. Qui va rembourser ? Les impôts, si on taxe les groupes industriels qui vivent de l'exploitation, qui vivent du travail des autres, moi je suis pour. Les emprunts, c'est pareil. Qui va les rembourser ? Si c'est la population, si c'est les travailleurs, si c'est les populations pauvres qui les remboursent, je ne suis pas d'accord.
Goulven Boudik, est-ce que c'est un programme pour des élections régionales ou plutôt nationales? Non, ce qu'on voit, c'est que là, les élections régionales sont le support d'une revendication plus large. Et c'est vrai que Lutte ouvrière ne propose guère un programme adapté à la région en fonction des compétences de la région. Il y a quelque chose de très important dans le discours de Lutte ouvrière, c'est le terme d'ouvrier lui-même. C'est vrai qu'il y a une présence trop faible, probablement, des catégories populaires en politique. Et Lutte ouvrière s'est fait la spécialité de défendre la représentation de la classe ouvrière ou d'une certaine lecture de la classe ouvrière. C'est ce qui fait en tout cas l'originalité de ce parti, jusque dans la formation même de ses listes, jusque dans sa composition, puisque Yves Cher, par exemple, et Guy Le Bellaire sont des ouvriers et se revendiquent comme des ouvriers qui accèdent à l'espace public médiatique pendant les campagnes. Yves Cher qui avait été conseiller régional Lutte ouvrière. Une liste de dernière minute, elle s'intitule « Communiste au pluriel », emmenée par un syndicaliste, Olivier Terrien. Il est délégué CGT au CHU de Nantes et il s'est présenté aux dernières élections départementales à Rezé, dans la banlieue de Nantes. On écoute ses propositions sur les transports et d'abord sur le rail. Il y a une ligne, par exemple, qui est Nantes-Saint-Nazaire, qui passe du côté d'un site classé Céveso, qui est Donge. Total s'y est installé alors que la ligne était déjà en place. Donc nous, on exigera à ce que Total paye l'intégralité du détournement de cette ligne. Est-ce que le nouvel aéroport va créer de l'emploi? La réponse est non. Est-ce que l'aéroport Nantes-Atlantique est saturé? La réponse est non. Donc dans ces conditions, cet aéroport n'a pas lieu d'être. Et faut-il évacuer la ZAD? Non, absolument pas. Il y a des gens qui combattent. Donc aujourd'hui, laissons-les combattre. Un programme de combat pour communistes au pluriel. C'est quoi communiste au pluriel, Goulven Boudik? Une scission du PC? Oui, c'est une scission du PC, mais ce sont des gens qui revendiquent une forme de fidélité à l'orthodoxie communiste, marxiste-léniniste même, et dont les scores électoraux reflètent la faible influence relative de ce courant dans notre pays aujourd'hui. 2000 adhérents à peu près au niveau national. Oui, Communiste. 2000 adhérents et des scores électoraux qui oscillent entre 0,5 et 1%. En 2010, le Parti communiste lui avait fait liste commune avec le Parti socialiste. Cette fois, ils présentent leur propre liste avec à leur tête Alain Pagano, 45 ans, conseiller municipal à Angers, un scientifique dont Éric Aubron et Gwenaël Riet nous dressent le portrait. Ce matin-là, dans les locaux du Parti communiste angevin, Alain Pagano a réuni ses équipes de campagne pour peaufiner les prochaines actions à mener. Une liste d'union avec des membres du Front de gauche ou d'Hiver gauche qui fait de l'emploi la priorité de son programme. Je pense que changer la vie des gens, ça consiste à prendre des mesures concrètes et immédiates, type des aides pour la relocalisation de l'emploi industriel, une conditionnalité des aides à la région, c'est-à-dire une commission qui surveille pour qu'on aide vraiment les petites entreprises qui en ont besoin, mais qu'on soit peut-être un petit peu plus sévère pour les grandes entreprises qui ont beaucoup moins besoin d'aide que ce qu'elles réclament à la région. Secrétaire départemental depuis 2011, Alain Pagano est également conseiller municipal et communautaire de l'opposition à Angers. Même si sa notoriété s'arrête pour beaucoup aux frontières du Maine-et-Loire, le voici donc à 46 ans chef de file au régional, contrairement à 2010, où il n'était que candidat sur la liste de Jacques Oxiette. Son credo, faire le plein des électeurs de gauche, déçus par la politique gouvernementale. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites et pas beaucoup d'actes qui vont dans le même sens des promesses. Et donc on a besoin de convaincre de la cohérence de nos propositions. Je parlais par exemple des transports en commun. Quand les gens ils savent que je me bats dans la commune pour la gratuité de transports en commun et que je porte des revendications du même ordre à la région, c'est un peu plus convaincant. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Alain Pagano travaille à l'université comme enseignant-chercheur en écologie. Il s'est même spécialisé dans l'étude des batraciens. Une activité qu'il entend exercer, même si son engagement politique lui prend beaucoup de temps. C'est vrai que l'investissement politique, c'est quand même très très lourd. Et je pense qu'il faut le faire à un moment donné. Et puis à un moment donné, on défend ses idées différemment. Voilà, moi, ça passera peut-être plus tard par des écritures de livres ou des choses comme ça. Mais on n'est pas obligé d'être au premier plan tout le temps. Fort de son score de 10,5% lors des élections départementales, le candidat communiste entend bien peser sur les voix à gauche, sans toutefois faire aucun mystère qu'il se ralliera au PS au second tour. Goulven Boudik, les communistes, ils sont dans l'exécutif régional aujourd'hui. Il y a même des vice-présidents communistes. Leur désaccord, il est régional ou national? Je dirais qu'il est surtout national, même si l'un des objectifs, c'est aussi éventuellement de se compter et de profiter justement de la situation nationale pour essayer de peser plus dans une liste fusionnée. Et c'est vrai que les communistes étaient dans l'équipe de Jacques Oxiette, souvent dès le premier tour. Et il y a la volonté de surfer de toute évidence
sur l'impopularité, d'offrir justement aussi une offre politique à des électeurs de gauche déçus, mais qui refuseraient justement de voter à droite ou de se réfugier dans l'abstention. On voit que c'est même une liste qui éventuellement peut servir aussi à des militants politiques déçus, puisqu'il y a un certain nombre d'ex-socialistes qui ont rejoint cette liste pour marquer leur condamnation ou leur déception à l'égard de la politique gouvernementale. Alors c'est un PC seul, il est où le Front de gauche ? Le Front de gauche, c'est très compliqué parce qu'il y a des membres individuellement du Front de gauche qui sont sur les listes d'Alain Pagano, mais l'organisation en elle-même de Jean-Luc Mélenchon n'a pas conclu d'accord avec les communistes autour de la question de Notre-Dame-des-Landes, qui constitue un point de désaccord central, les communistes étant plutôt favorables à l'aéroport et le Front de gauche plutôt opposé. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'alliance et que donc les partisans de Jean-Luc Mélenchon, au sens strict du terme, ne seront pas représentés dans cette élection, sinon individuellement ici ou là sur la liste d'Alain Pagano. Présents aussi dans ces élections, les régionalistes bretons. En 2010, ils avaient fait à peine 1% des voix. Cette fois, la liste est emmenée par un écologiste qui a quitté Europe Écologie Les Verts, ancien élu à la région et au département de Loire-Atlantique. Il s'agit de Gilles Denigaud. Il nous explique pourquoi il se présente pour dire non à la réforme territoriale. On l'écoute. On avait une chance historique de bien la faire, de la réussir, ce serait passé, et on l'a sabotée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des territoires avec une pertinence économique et qui aurait permis de développer l'emploi et véritablement d'intéresser les citoyens. C'est franchement quelque chose de dégueulasse qui a été fait, je le dis très clairement. Les régions n'ont pas d'autonomie et de pouvoir. Les régions gèrent, notre région et les autres régions gèrent ce que la tutelle a bien voulu leur laisser. C'est pas ça des régions. Ce n'est pas une réforme territoriale. Et là, on va contre les habitants, contre les territoires. Et c'est ça que je veux dénoncer dans cette campagne avec mes colistiers. La région est là pour accompagner, aider à des développements. C'est les entreprises qui doivent investir dans notre région. La région est là pour les aider. Et puis si on regarde la question de la réunification là-dedans, il y a une dynamique absolument considérable en termes économiques, puisqu'on tournerait cette région vers la mer, alors qu'on la tournait vers la terre, et les 5 départements bretons enfin réunifiés, on oublierait ce démantèlement de la Bretagne qui a eu lieu il y a quelques décennies, pour créer une véritable dynamique qui serait profitable à tous les territoires périphériques. Est-ce que ce discours, il peut avoir un impact en dehors de la Loire-Atlantique, Goulven Boudik ? C'est une vraie difficulté. En même temps, il y a une vraie cohérence dans le parcours de Gilles Denigaud, qui était à Europe Écologie Les Verts, mais qui a des convictions régionalistes bien ancrées, bien connues. C'est vrai que ça donne le sentiment parfois de ne parler qu'aux électeurs de la Loire-Atlantique, puisqu'il y a cette idée de la réunification de la Bretagne à 5 départements, dont on peut penser qu'elle ne sera pas forcément très bien reçue chez les électeurs de la Sarthe, hormis éventuellement ceux qui sont issus de l'immigration bretonne. Alors on l'a dit, Gilles Denigaud était un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Virginie Charbonneau, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le bazar chez les écologistes en ce moment. Alors d'abord, Christine, on va faire le point sur la situation actuelle. Il y a 21 élus écologistes à la région, mais 18 élus d'Europe Écologie Les Verts en 2010. 13 ne se représentent pas, dont leur leader il y a 6 ans, Jean-Philippe Magnin, 3e vice-président, qui ne repart pas. Parmi les 5 donc, à rebriguer un nouveau mandat, il y a Sophie Bringui, qui, on va en parler dans un instant, est la tête de liste Europe Écologie Les Verts pour le 6 et 13 décembre prochain. Mais il y a aussi Emmanuelle Bouchot. Sauf qu'elle n'a pas choisi de repartir avec Europe Écologie Les Verts. C'est avec Christophe Clergeau, le candidat socialiste, qu'elle brigue un nouveau mandat. Emmanuelle Bouchot est le symbole de la scission d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'elle a quitté ce parti au printemps, juste avant son compagnon, qui n'est autre que le député François de Rugy, qui a lui-même créé ensuite son parti écologiste. Si vous me suivez, tant mieux. Ça annonce en tout cas tout ça un entre-deux-tours assez corsé et compliqué pour parler de fusion et de retrouvailles éventuelles entre les anciens compagnons verts. Des divisions, on voit des tiraillements que l'on retrouve au plan régional. La tête de liste, Sophie Bringui, vous l'avez dit, elle est en campagne depuis des mois. Elle continue aussi de siéger en tant que vice-présidente écologiste de la région. Son portrait signé Éric Aubron, Gwenaëlle Ribé et Olivier Hu. Bon, je suis un peu suivie aujourd'hui. Je suis désolée, je vais vous prendre des carottes. Pour Sophie Bringui, le marché, c'est forcément bio. Et elle aime particulièrement celui du Mans, la ville où elle habite depuis 2005. L'écologie, pour elle, c'est d'abord manger sain, être végétarien. Ma grand-mère, par exemple, ça la traumatise que je sois végétarienne. Elle est bavaroise, donc elle aime bien la bonne viande. Donc quand je vais chez elle, je mange ce qu'elle me fait. Enfin voilà, je suis une flexi-végé. Mais chez moi, en tout cas, il n'y a pas de viande.
Née au Cameroun, d'une mère bavaroise catholique et d'un père juif pied noir, Sophie Bringui se sent bien partout et surtout dans la nature. L'écologie chez elle, c'est une vraie philosophie, une quête d'harmonie et de spiritualité permanente. Ces moments dans la nature, c'est aussi des moments de calme, c'est des moments où on déconnecte. Et après, quand on revient au monde, on a du recul et on a un regard différent. Et ça permet aussi de prendre des meilleures décisions. Les dossiers, elle a l'habitude d'en traiter au Conseil régional. Elle en est la vice-présidente depuis 2010. Juriste, spécialiste du droit à l'environnement, Sophie Bringui a travaillé pour les associations dont France Nature Environnement avant de se frotter à la politique. Elle a planché avec les élus socialistes ces 5 dernières années, mais pour ces élections, elle est candidate Europe Écologie Les Verts. Et elle est en campagne depuis des semaines sur tous les terrains. Ce jour-là, elle s'intéresse aux habitats réversibles, des constructions modulaires fixées sur pieux et déplaçables, façon de conjuguer emploi et écologie et de se distinguer. À quoi ça sert d'avoir des élections à 2 tours si au premier tour, tout le monde se présente réuni sur une seule liste et qu'on ne laisse pas le choix aux citoyens? Le premier parti de France aujourd'hui, c'est celui de l'abstentionnisme. Moi, en tant qu'écologiste, ça ne me donne pas envie d'aller voter si je n'ai pas une couleur qui me plaît au premier tour. Et donc, nous, on propose aux gens le choix. Aujourd'hui, on a des vraies divergences en matière d'aménagement du territoire avec le Parti socialiste, c'est connu. Eux, ils veulent Notre-Dame-des-Landes et des lignes à grande vitesse qui servent une minorité. Nous, on veut investir dans le transport de proximité et les TER et optimiser notre Atlantique, ce qui coûte 7 à 10 fois moins cher qu'un nouvel aéroport. Évidemment, la crise chez Europe Écologie Les Verts et les départs des parlementaires comme François de Rugy ne facilitent pas sa campagne et plombent la candidate dans les sondages. Raison de plus pour elle de ne pas perdre une goutte de ces dernières semaines avant scrutin. Goulven Bioudik, en 2010, les écologistes, on l'a dit, emmenés par Jean-Philippe Magnin à l'époque, avaient fait plus de 13,5% des voix. Aujourd'hui, dans les sondages, ils sont crédités de 6-7% des voix. C'est dû à quoi? Aux divisions dont on parlait tout à l'heure avec Virginie Charbonneau? Oui, probablement des divisions, des départs, une difficulté là encore à se professionnaliser, ou voire une absence de volonté de se professionnaliser. On vient de voir le visage de Jean-Philippe Magnin qui a annoncé son départ, même s'il fermera la liste en Loire-Atlantique pour les Verts, pour afficher une forme de fidélité dans un contexte en effet de scission, d'agitation, qui est lié aussi, c'est l'un des effets probablement de la relation que les Verts entretiennent avec François Hollande. On sait qu'ils ont été au gouvernement, on sait qu'une partie ont voulu la quitter, que d'autres voudraient y rentrer. On voit bien ici, là encore, que la politique nationale joue un rôle très important, autant qu'un certain nombre de dossiers locaux comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors justement, il y a 15 jours, le préfet annonçait le démarrage des travaux. Aussitôt, les responsables nationaux d'Europe Écologie Les Verts se mobilisaient sur le site de la ZAD. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les relations entre Parti socialiste et écologistes dans la campagne? Alors c'est le symbole même d'ailleurs, ce dossier de l'imbrication des dossiers nationaux et des dossiers locaux, puisque Notre-Dame-des-Landes n'est que faiblement un dossier régional, à travers des avances budgétaires notamment, mais c'est un dossier qui relève d'abord de la compétence de l'État. Alors les effets, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est un peu devenu une habitude. Qu'avant chaque élection, les relations se tendent, des décisions sont prises ou ne sont pas prises ou sont gelées. Et là, on sait ça peut empêcher une fusion de second tour ou pas? Ça la rendra difficile, mais comme à chaque fois. Et à chaque fois, jusqu'à présent, on avait pu penser que ça serait cette fois-ci impossible. Et jusqu'à présent, ça a toujours été possible et ça a toujours été fait. Jusqu'au jour où, éventuellement, on sera démenti par la difficulté de nouer des alliances. Mais jusqu'à présent, en tout cas, une forme de scénario un peu habituel, auquel en tout cas nous sommes habitués désormais, une sorte de mélodrame qui se crée dans les semaines qui viennent. Et puis alors après, le soir de l'élection, il y a des tensions. Et tout ça est finalement relativement facilement réglé au final, ce qui ne trompe plus les électeurs. Sauf que Sophie Bringui a quand même dit que cette fois, il n'acterait pas une fusion sur un désaccord. Oui, alors là, donc c'est jouer sur les mots. Nous sommes encore dans la campagne et chacun fera monter les enchères. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Notre-Dame-des-Landes est un marqueur idéologique pour les Verts, dit-on souvent, mais aussi pour le Parti socialiste. Et on sait et on voit que le gouvernement a essayé de jouer une forme de coup aussi à 3 bandes. Réannoncer ou annoncer la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes, c'était tirer une épingle du pied finalement au candidat socialiste dans sa relation avec le candidat de droite. C'était réaffirmer, comme aime à le dire Manuel Valls, l'autorité de l'État. Alors on voit que ce coup-là pourrait être contre-productif dans la relation avec les Verts, qui est rendue plus difficile, même si je pense qu'elle n'est pas malgré tout rendue impossible.
Alors, le candidat du Parti socialiste, c'est Christophe Clergeau, premier vice-président de la région, et c'est Jacques Oxiette qui lui a mis le pied à l'étrier pour en faire son dauphin. Son portrait est signé Gaël Darangos et Pascal Cosset. Ce matin-là, Christophe Clergeau rencontre des responsables de start-up. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le vice-président de la région est en campagne. Deuxième dans les sondages, il part à la chasse aux électeurs. C'est ma première campagne comme tête de liste. Moi, j'ai 30 ans de vie militante, donc je suis loin d'être un perdreau de l'année du militantisme politique. Donc je sais ce que c'est qu'une campagne de terrain. Clergeau, un nom bien connu à Nantes. Dans la famille, il y a la mère Marie-Françoise. Cette secrétaire a été adjointe de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes. Depuis 1997, elle est députée de Loire-Atlantique. Moi, je suis né, on va dire, au débat public, à la politique, à Cérézin-du-Rhône, dans la banlieue de Lyon, dans un village de 2000 habitants, où mes parents étaient adhérents d'une section du PS où il y avait 10 adhérents. Ils participaient à des listes municipales où ils se faisaient tous battre. Moi, mon parcours, c'est aussi un enfant qui colle des affiches et qui distribue des tracts avec son père dès 7-8 ans. À 15 ans, retour à Nantes. Il prend sa carte au PS. À 23 ans, il succède à Manuel Valls à la tête des Jeunes Rocardiens. Le réformisme plutôt que l'international. Chez les Clergeau, on connaît la chanson. Avec Johanna Roland, il incarne la nouvelle génération socialiste. Sciences Po, grandes entreprises et cabinets ministériels. Il est élu comme conseiller régional en 2004. Ce professeur d'économie devient l'héritier de Jacques Oxiette. Pour défendre le bilan des années Oxiette, rendez-vous dans l'écoquartier Saint-Joseph de Porterie à Nantes. Ici, le candidat vante les aides régionales pour la transition écologique. Son programme tient en 10 projets. Quand je défends la gratuité des transports scolaires, parce que c'est un signe fort de soutien aux familles et d'ouverture de l'école à tous, c'est le combat mené depuis des décennies pour la gratuité de l'école et la démocratisation de l'école. Moi, j'ai une vision de l'avenir, le développement durable, l'avenir de l'industrie, l'accès à la formation pour tous, la justice sociale dans cette région. Bonjour. Pour conquérir le pouvoir, le socialiste fait alliance avec Corinne Lepage. Quelques noms sur ses listes, malgré un désaccord sur Notre-Dame-des-Landes. On est des modérés, des centristes. Et aujourd'hui, effectivement, ce positionnement nous conduit au centre-gauche, tout naturellement. J'ai dit par boutade que j'étais le seul candidat centriste de cette élection. Bruno Retailleau est tellement à droite que moi, je cherche à occuper l'espace, oui, de la gauche et du centre de ce débat aux élections régionales. En 2004, Jacques Oxiette avait créé la surprise en prenant la région à la droite. À 47 ans, Christophe Clergeau espère rééditer l'exploit. Virginie Charbonneau, la campagne, elle se déchaîne aussi en ce moment sur les réseaux sociaux. Et Christophe Clergeau, eh bien, il tweete beaucoup pour défendre le bilan de la région. Oui, effectivement. La campagne, elle s'est durcie cette semaine. Et regardez, ce tweet qui a été publié, c'était lundi soir, par l'équipe de campagne de Christophe Clergeau. Son titre, Gros mensonge et grosse ficelle et petit mensonge, l'inverse. Alors, c'est pas seulement un tweet ou une page Facebook, c'est un document qui fait une douzaine de pages sur les réseaux sociaux et qui revient, effectivement, vous le disiez, sur les chiffres de la région, sur ceux des agences de notation, sur le budget. Avec ce but, c'est, dit l'équipe de campagne de Christophe Clergeau, de rétablir les vérités par rapport aux contre-vérités, disent-ils, qu'assènerait Bruno Retailleau dans cette campagne. Goulven Boudic, c'est assez atypique ce genre de réaction dans la campagne, dire on fait la vérité sur le bilan? Non, c'est pas atypique. Et puis en plus, là, Christophe Clergeau a pu bénéficier d'un rapport qui a été rendu par l'Institut Montaigne, qui n'est pas un institut complètement indépendant, qui est plutôt habituellement proche de la droite, et qui a rendu un rapport sur la gestion des régions qui est plutôt favorable en fait au bilan de la région des Pays de la Loire. Donc au bilan de Jacques Oxiette, dont Christophe Clergeau se prévaut, puisqu'il est le premier vice-président de la région depuis le dernier mandat. Et il pense être élu sur ce bilan? C'est toujours le problème. On a vu au moment des municipales tout un ensemble de maires qui jugeaient que finalement, ils pourraient être élus sur leur seul bilan et qu'il fallait faire jouer ce bilan contre le climat national. Et on a vu à quel point même de bons bilans, même des gestions relativement reconnues, n'épargnaient pas la défaite. Parce qu'il y a une très grande importance, une très grande force du contexte national, y compris dans ces élections dites locales. Alors, ce qui ressort de son programme notamment, c'est les transports scolaires gratuits. Il a été le premier socialiste en région à faire cette proposition. Tous les candidats socialistes en France ont repris cette proposition. C'est pourquoi? Pour faire un vrai marqueur de gauche?
Oui, alors ça s'inscrit dans la lignée d'une décision que Jacques Oxiat avait annoncée et prise en 2004, la gratuité des livres scolaires. Donc il y a l'idée de la gratuité appliquée, là encore, au secteur scolaire à travers la question des transports. Mais avec une vraie difficulté malgré tout à cliver, puisque la droite a beau jeu aussi de se rappeler, de souligner que c'était une proposition qui figurait à son programme lors des dernières élections régionales, alors que même que les transports scolaires à l'époque ne figuraient pas dans les compétences de la région. La droite se trouve un petit peu embêtée par le fait qu'aujourd'hui, elle dénonce ce qu'elle avait proposé hier. Et évidemment, ici, il y a un boulevard laissé à Christophe Clergeau pour cette proposition qui fonctionne un peu en effet comme un marqueur politique de son programme. Et pourtant, il dit être un candidat centriste alors qu'il n'a même pas le MoDem sur sa liste, par exemple. Oui, il faut rappeler que le MoDem dans la région est plutôt une formation de centre-droit traditionnellement. On le voit avec les élus centristes en Mayenne, en Maine-et-Loire, par exemple, dans ces vieilles terres de la démocratie chrétienne. Le MoDem a été plus à gauche ou plus centre-gauche dans les grands centres urbains, mais c'est là où il a eu aussi le plus de difficultés à exister. On connaît la difficulté aujourd'hui de cette formation à exister tout simplement dans le paysage politique. Et c'est vrai que ce sont plutôt les notables, plutôt ruraux ou du périurbain, qui l'ont emporté et qui ont réorienté le centre droit à droite, qui l'ont réancré véritablement à droite. À droite, justement, il y a moins de listes, moins de divisions, même s'il y a des listes concurrentes, on va le voir. Le candidat qui a fait l'union, c'est Bruno Retailleau, l'ancien président du Conseil général de la Vendée. Il y a eu beaucoup de tiraillements, notamment dans le Maine-et-Loire, mais MoDem, UDI et Républicains cohabitent et font campagne pour Bruno Retailleau. Son portrait est signé Emmanuel Faure et Thierry Poirier. Ça, c'est l'album souvenir de Bruno Retailleau, un album dans lequel figurent des hommes connus qui ont mis le pied à l'étrier à ce cavalier, comme Philippe de Villiers, avec lequel il est fâché depuis 5 ans, ou comme François Fillon, qui en avait fait l'un de ses vice-présidents en 1998 au Conseil régional. Alors l'album est vite feuilleté car l'homme est toujours en mouvement. Il court Bruno Retailleau, actuellement dans les 5 départements ligériens, et toute l'année de la Vendée à Paris, où il préside le groupe Les Républicains au Sénat. Je suis pour avoir un mandat parlementaire et un exécutif local, quel qu'il soit, une mairie. Voilà. Est-ce que Jean-Marc Ayrault, à un moment où il était président de la communauté urbaine, maire de Nantes, président du groupe, député, etc., a été, si j'ose dire, dénoncé par M. Clergeau? Et voici une pierre dans le jardin de son adversaire socialiste. Donc le cumul des mandats n'est selon lui pas un problème. Après l'avoir suivi rapidement au Sénat, pour en savoir plus sur l'homme politique, il faut aller en Vendée, suivre la Sèvre nantaise et s'arrêter chez lui, à Saint-Malo-du-Bois. Cette vallée, c'est chez moi, sont mes racines, c'est mon enfance. C'est là où je fais mes footings au moins une fois par semaine. Voilà, c'est un cadre que je connais depuis tout petit. Mon père m'emmenait baigner dans la Sèvre nantaise. C'est là qu'est effectivement ma famille, c'est là que sont mes amis. Fondamentalement, il est resté le Bruno qu'on connaissait à Saint-Malo-du-Bois. Donc proche des gens, simple et très accessible. Et forcément, dans le camp d'en face, les mots à son égard ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est un homme qui renvoie une image de gentil centriste ou de gendre idéal, mais que derrière cette image, il y a un homme de la droite dure, conservatrice, qui s'intéresse beaucoup, par exemple, aux chefs d'entreprise, mais peu au développement de l'emploi ou de la formation. Fait exprès, comme s'il sentait le vent venir, le candidat de la droite et du centre s'attache à parler de formation, d'apprentissage dans cette campagne électorale. En Pays de la Loire, on a perdu 4000 apprentis en 7 ans. C'est terrible. Moi, ce que je veux, c'est que demain, la région des Pays de la Loire devienne la première région de France pour l'apprentissage. Regardez l'Allemagne, c'est très simple. L'Allemagne, c'est 3 fois plus de jeunes à l'apprentissage et c'est 3 fois moins de jeunes au chômage. Le sénateur entend aussi réduire les dépenses publiques régionales, s'attaquer à l'économie, à l'emploi et engager un pacte pour la ruralité. Alors une campagne, c'est long, fatigant. Bruno Retailleau fait alors appel parfois à du renfort. Aucune élection n'est jamais gagnée d'avance. Simplement ici, il y a une tête de liste qui est quand même une personnalité forte, charismatique, qui emmène les choses et qui est aussi une force de conviction. Je pense que quand on s'engage dans la vie publique, on ne le fait pas pour soi, on le fait d'abord pour les autres. On essaie de redonner un peu de ce qu'on a reçu. Mi-décembre, il saura donc si les Ligériens acceptent ce qu'il veut leur donner pour les 6 ans qui viennent.
Goulven vous dit qu'on l'a dit, sur la liste de Bruno Retailleau, il y a de l'UDI, des Républicains et le MoDem. Et la présidente départementale du MoDem, Patricia Galerno, vient de faire savoir qu'elle avait payé pour figurer sur la liste. C'est une pratique normale, courante ? Oui, en fait, elle n'a pas payé probablement pour être sur la liste. Elle a dû payer à partir du moment où elle était sur la liste. En fait, c'est un appel à la contribution des candidats pour les frais de campagne. Il faut savoir que certains têtes de liste s'engagent sur leurs fonds personnels, font des emprunts bancaires dont ils sont caution personnelle. Ça a un coût qui n'est pas forcément pris en charge quand on n'est pas remboursé. Même quand on est remboursé, il faut rappeler que seuls 50% des dépenses dans la limite du plafond sont remboursées. Et donc il faut un apport, une contribution. Alors ça peut paraître scandaleux. Ça pose aussi la question, est-ce que cette seule mesure permettrait d'expliquer le fait que dans les profils sociopolitiques ou sociaux des candidats, il y a moins d'ouvriers, par exemple, qu'il n'y a de cadres ou d'entrepreneurs ou de cadres supérieurs. Ça se pratique dans beaucoup de partis ? Oui, ça se pratique dans à peu près tous les partis, même si le montant des contributions n'est pas le même. Il y a des partis qui revendiquent de ne pas le faire, mais qui le font par d'autres biais, par l'appel à des contributions individuelles. Ce n'est pas la condition pour être candidat, probablement. C'est une des conséquences du fait d'avoir été choisi comme candidat. C'est pas mince quand même. Patricia Galerno a dit 4 000 € quand même. Oui, ça peut aller, même on le sait. Je crois que le Front National, dans certaines régions, appelle à des contributions qui sont de l'ordre de 7 000 € pour les candidats pour participer aux frais de campagne. Alors, ça peut paraître un vrai problème dans la mesure où il y a quand même un financement public des campagnes et on pourrait s'attendre à ce que, éventuellement, les candidats fassent plutôt preuve d'économie et de modestie dans leur campagne pour ne pas excéder ne serait-ce que la moitié du plafond, ce qui leur permettrait de couvrir l'intégralité de leurs dépenses et de ne pas faire appel à ce genre de procédé qui peut paraître un peu limite, c'est vrai. Virginie, alors ça, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. En revanche, la campagne se durcit, y compris à droite. Oui, on ne parle pas du tout des comptes de campagne, c'est même top secret, nous dit-on, parce que c'est un peu un secret de guerre qu'on préserve en fonction de ce qu'on va mettre dans la campagne et dans les meetings notamment. Alors, si on s'intéresse à Bruno Retailleau et à ses tweets, on est beaucoup revenu cette semaine sur le meeting qu'il a co-animé avec Nicolas Sarkozy. C'était à Andars lundi dernier, qui a fait sale comble dans le Maine-et-Loire. Mais aussi beaucoup de tweets, comme la semaine dernière, souvenez-vous, consacrés aux jeunes. Regardez celui-ci. Je refuse de me taire, c'est Bruno Retailleau qui le dit, sur ce qui est un fléau, la drogue, l'alcool, l'explosion des addictions. Sur Twitter, il s'en tient à ses seuls propos. Mais lors du Conseil national des Républicains samedi dernier, il était allé beaucoup plus loin, le candidat des Républicains, en parlant des socialistes. Il disait, évidemment, ils sont alliés avec les écolos qui n'ont jamais rien fait pousser de leur vie, sauf du cannabis sur leur balcon. Ça avait déclenché une volée de réactions jusqu'à Sophie Bringui et Cécile Duflot. Et il s'est abstenu de le mettre sur les réseaux sociaux dans la foulée, ça, Bruno Retailleau. Goulven vous dit qu'est-ce qu'il droitise son discours, comme le disait aussi la députée socialiste Sylviane Bulteau dans le reportage ? Non, je crois que Bruno Retailleau est relativement conforme à ce qu'il a toujours été. Il faut rappeler ce qu'avait été son début d'engagement politique et auprès de Philippe de Villiers. C'est quelqu'un qui représente une tradition de la droite vendéenne, avec relents parfois un peu moralisateurs, des engagements particuliers sur les questions sociales ou sociétales. L'opposition au mariage pour tous, une certaine conception de la maîtrise de l'immigration. On a vu qu'au Conseil régional, les élus de l'opposition actuelle avaient refusé de voter un certain nombre de subventions. Et puis la défense du cumul des mandats, par exemple, la défense d'une certaine idée, d'une certaine image de la France plutôt rurale. Donc on est dans un registre de la droite française relativement classique et relativement traditionnel. Et pourtant, sur sa liste, ça va du MoDem jusqu'à la droite libérale. Est-ce que c'est de nature à convaincre l'électorat centriste, par exemple ? Oui, sachant que l'électorat centriste, il a toujours été plutôt à droite dans notre région, notamment dans les départements qu'on évoquait tout à l'heure, Mayenne, Maine-et-Loire, par exemple. Ce que l'on sait, malgré tout, c'est que cette union n'est pas allée d'elle-même. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des frottements qui ont été avoués par Bruno Retailleau lui-même, qui ont été révélés par Jean-Christophe Lagarde et Nicolas Sarkozy lors de leur meeting près d'Angers l'autre jour. L'union est un combat à gauche comme à droite, mais c'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes, et c'est vrai que Bruno Retailleau doit bien veiller à ce que son discours n'effraie personne au sein de cette constellation de différentes sensibilités des droites régionales. Il est donné gagnant, au moins 10 points d'avance dans les sondages par rapport aux candidats socialistes. Plausible ? Oui, ça reste plausible. C'est une projection envisageable des derniers résultats électoraux dont on disposait, que ce soit au moment des municipales ou au moment des départementales. Même s'il y a une inconnue et qui conditionne la campagne, ce sera le score du Front National et la capacité de Bruno Retailleau à empêcher la montée en puissance du Front National qui affecte tout autant la gauche que la droite.
On l'a dit, il y a des souverainistes en concurrence à droite qui refusent notamment le positionnement dit mondialiste de Bruno Retailleau et des Républicains. Une liste notamment emmenée par Cécile Belle-de-Gessé, qui connaît bien Bruno Retailleau puisqu'ils étaient ensemble au Mouvement pour la France. Désormais, elle adhère à Debout la France et nous explique ses priorités dans cette campagne pour les élections régionales. On l'écoute. Moi, je ne me reconnais pas dans l'UMP, qui est un parti rassembleur, c'est vrai, mais je vois pas, moi je fais de la politique parce que j'ai des valeurs, et je vois pas comment on peut gouverner en ayant des idées aussi différentes que être à la fois mondialiste et souverainiste, à la fois Modem et ancien RPR. Enfin, pour moi, la politique, c'est un tout dans lequel on est bien. Alors pour les élections régionales, moi, avant tout, c'est l'emploi et le maintien des jeunes ici, chez nous. On y est bien. On voit, j'entendais, on est un des pays leaders au niveau création de start-up. Et malheureusement, dès que les starters, en particulier Blablacar, qui a été créé en Vendée, dès qu'elles prennent de la puissance, financièrement, ils ne trouvent pas les moyens de rester. Et donc, ils vont chercher, et Blablacar, c'est le cas, du financement aux États-Unis, où ils sont rachetés par les États-Unis, donc, ou autres pays étrangers. Donc, nous, notre ambition, ça serait d'aider les jeunes qui veulent se lancer, créer, avoir l'esprit d'entreprise. Cette candidate de Debout la France, elle est soutenue notamment par Philippe de Villiers, Goulven Boudic. C'est juste pour contrer et dire du mal de Bruno Retailleau ? Non, c'est parce qu'il y a là aussi une tradition à droite de souverainisme. Alors, on voit bien qu'ils se saisissent là encore de l'enjeu régional pour faire valoir des idées qui auraient peut-être plus leur place dans des débats nationaux, dans des débats présidentiels, avec une question derrière d'ailleurs. Est-ce que Debout la France peut retrouver éventuellement, renouer avec les scores qui avaient été ceux de Philippe de Villiers dans la région? Pas sûr du tout, et on sait que Philippe de Villiers avait pu être aussi une forme de résistance, avait pu incarner une forme de résistance dans le transfert d'un certain nombre d'électeurs vers l'extrême droite, au risque d'ailleurs d'être accusé lui-même de faire le jeu de l'extrême droite et d'avoir un discours proche de celui de l'extrême droite. Alors on sait aujourd'hui, malgré tout, que les électeurs se sont largement libérés de tout complexe par rapport au vote Front National, et il n'est pas sûr que l'espace de Philippe de Villiers conserve sa légitimité, son existence dans les prochains scrutins. D'autant qu'il n'est pas seul. Virginie, il y a un nouveau venu dans la campagne, il s'appelle l'UPR, et c'est une autre liste alors qui prône non pas le souverainisme, mais la souveraineté de la France. Il faut suivre, c'est pas forcément simple. L'UPR, ça veut dire l'Union populaire républicaine, et pour la première fois, elle présente des listes dans toutes les régions de France. Ce parti, il a été créé en 2007 par François Asselineau autour d'un seul et unique thème, quitter l'Union européenne, abandonner l'euro. Refuser en fait l'asservissement de la France. C'est son créneau, redonner sa vraie personnalité à notre pays. Tout ça, vous le disiez Christine, c'est un vrai programme souverainiste. Eh bien non, le parti refuse catégoriquement cette étiquette qui lui va pourtant assez bien. La preuve, vous allez entendre la tête de liste régionale en Pays de la Loire, c'est Alain Parizeau. Il parle de ses engagements pour l'UPR. L'idée, c'est de rassembler les citoyens de gauche et de droite pour établir la démocratie. Parce que le constat que nous faisons à l'UPR, c'est qu'on a volé le pouvoir des Français au fil du temps. Le pouvoir politique est maintenant à Bruxelles. 80% des lois françaises sont d'essence bruxelloise. Le pouvoir monétaire et financier, c'est à la Banque centrale à Francfort. Et le pouvoir militaire, il est dans les mains de l'OTAN à Washington. C'est pour ça que l'UPR souhaite mettre fin au traité européen, quitter l'euro et sortir de l'OTAN. À chaque élection, donc nous sommes présentés aux européennes, nous sommes présentés aux départementales, dans certaines législatives, et là, aux élections régionales, et à chaque fois, le ministère de l'Intérieur nous a classés comme liste diverse. Quel financement pour la région ? Augmenter les impôts, faire un nouvel emprunt ? Alors, ni l'un ni l'autre. Nous, l'idée, c'est plutôt, on va dire, de baisser au fil du temps le budget global, qui est de 1,5 milliard actuellement. Donc l'idée, c'est de ne pas augmenter ce budget, voire peut-être de le diminuer. Le premier point que nous ferons, c'est de faire un audit financier de la région, des comptes de la région, parce qu'il y a sans doute des endroits où on peut récupérer du budget. Je pense notamment à des dépenses peut-être un peu somptuaires, au train de vie de la région. Je pense aussi peut-être aux ambassades. On a des ambassades des Pays de la Loire. Bon, il faudra voir combien tout ça nous coûte, voir le retour sur investissement un petit peu, est-ce que c'est valable ?
Goulven Boudic, quand Alain Parizeau dit ni de droite ni de gauche avec son programme, c'est crédible ? Oui, j'ai envie de dire c'est crédible parce que c'est un parti un peu de bric et de broc avec un discours assez étrange, un fonctionnement d'ailleurs aussi assez étrange, très articulé. Créé par un haut fonctionnaire de Bercy. Oui, par un ancien énarque, François Asselineau, qui fait parler de lui d'élection en élection, mais avec des scores toujours aussi faibles. Un discours qui a une cohérence assez faible, même s'il semble mobiliser toute une série de gens qui penchent plutôt pour des thèses un peu complotistes, un peu dénonciatrices des élites, alors avec des têtes de Turcs, les États-Unis, la Commission européenne, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres discours également, mais là il y a une concentration de l'explication politique un peu magique, donc qui fait que ce parti s'apparente quand même plutôt, j'ai envie de dire, à une secte qu'autre chose. On arrive à l'autre bout de l'échiquier politique, à l'extrême droite, avec le candidat du Front National. Il s'appelle Pascal Gana. Il est sartois et c'est un proche de Marine Le Pen. Il a imposé d'ailleurs de nouvelles têtes dans ces élections. Son portrait signé Pierre Lolès et Yann Ledos. C'est un intellectuel. Catholique affiché, père de 9 enfants, Pascal Gana aime les mots, la littérature, la musique et l'extrême droite. Anticommuniste viscéral, il milite tout jeune dans le groupuscule du Parti des Forces Nouvelles, puis entre au Front National dès 1984. Il devient directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, puis conseiller régional dans le Nord jusqu'en 1998. Je suis le tête de liste du Front National. Très bien. Ce mercredi-là, l'accueil des électeurs est plutôt froid, d'autant plus que le règlement intérieur du marché y interdit la distribution de tracts politiques. Si vous ne voulez pas quitter les allées, j'appelle la police municipale pour vous faire sortir le marché. Eh ben, on appellera la police municipale. Non, je ne veux pas en arriver là. Je ne fais qu'appliquer Non, mais vous prenez vos responsabilités. Si en période électorale, on ne peut plus distribuer de tracts sur les lieux publics, j'appelle ça une forme de dictature, et donc vous ferez venir la police. Ce sera filmé. Non, mais ce sera filmé, c'est pas grave. C'est une application de règlement de marché, monsieur. Ce règlement est inepte. Ce règlement est inepte et il est imbécile. J'ai souvent été qualifié de modéré au sein du Front parce que j'aime bien l'expression mesurée des choses, plus que le côté brutal des mots. Après la période où j'ai travaillé avec Jean-Marie Le Pen, je me suis reconnu dans la tentative de Marine d'essayer de se débarrasser des vieux oripeaux, de certains côtés caricaturaux. Pour Pascal Gana, cette élection est un retour en politique. Un monde qu'il a quitté durant 15 ans pour travailler notamment en Afrique, dans l'humanitaire. Il souffre donc d'un déficit de notoriété, même auprès de certains militants frontistes. Quelqu'un connaît Pascal Gana ? Non, j'ai découvert ce soir, honnêtement. Donc c'est le tête de liste pour la grande région. Bon, affiche, profession de foi, bulletin de vote. Tout est parti ? Bulletin de vote, c'est parti. L'an dernier, Marine Le Pen lui demande de reprendre du service en Sarthe et il devient membre du bureau politique du FN. Pourquoi vous avez choisi Pascal Gana comme tête de liste au régional ? Parce que je connais Pascal depuis longtemps, parce que c'est un homme droit, c'est un homme juste, c'est quelqu'un qui a des convictions ancrées et qu'il me semblait la meilleure tête de liste pour pouvoir proposer une équipe nouvelle dans cette région. En décembre, le Front National fera son retour au sein du Conseil régional. Objectif, entre 20 et 25% des voix et une vingtaine d'élus. Pascal Gana en sera le chef de file. Alors, le Front National et notamment Pascal Gana et ses colistiers, ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux et ils ont une cible principale, Virginie. Oui, effectivement, leur cible, ça n'est pas Christophe Clergeau, le candidat socialiste, mais c'est très clairement Bruno Retailleau, qui est accusé de tous les maux, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, de s'être allié avec le MoDem qui avait appelé à voter François Hollande lors de la dernière présidentielle. Bruno Retailleau qui a augmenté la dette de la Vendée, disent-ils, de 45%, qui va peut-être démissionner du Sénat, on ne le sait pas. Leur tête de turc, c'est clairement Bruno Retailleau. Mais je me suis intéressée à d'autres tweets sur le profil de Pascal Gana cette semaine, des tweets dans lesquels il était beaucoup question de Notre-Dame-des-Landes notamment. Pascal Gana était l'invité de France Bleu hier matin. Il est beaucoup revenu sur l'aéroport. Regardez 2 tweets. C'est très clair. Son point de vue, c'est que l'État se fait arnaquer par Vinci sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nous réclamons un référendum sur l'aéroport, un sujet qui divise les Pays de la Loire. Le coût de l'aéroport, et ça c'est la conclusion de Pascal Gana, eh bien c'est nous, donc les habitants des Pays de la Loire, qui le paieront, dit-il. Goulven Boudic, en 2010, le Front National n'avait pas pu se maintenir. Ils avaient fait 7% des voix. Cette fois, il aura des élus. Combien d'élus ? Tout dépendra du score qu'il obtient, probablement entre 15 et 25%, pour prendre une fourchette très grande.
On sait qu'aux élections départementales, le Front National avait un petit peu dépassé les 20%. On pense que la dynamique est plutôt favorable aujourd'hui à une stabilisation du Front National dans la région. Ce qui explique d'ailleurs aussi la relation entre le Front National et Bruno Retailleau. Le Front National, d'une certaine manière, entend séduire des électeurs qui, à la frange de l'UMP ou des Républicains, peuvent être hésitants. Et on sent d'ailleurs que ça peut avoir aussi un intérêt pour Bruno Retailleau. A contrario, c'est de le recentrer par rapport à toute une série d'attaques assez systématiques qui sont formées à son encontre. Quel rôle il peut jouer le Front National dans cette élection? Est-ce qu'il peut empêcher une majorité stable ou pas du tout? Non, il ne peut pas empêcher une majorité stable puisque le mode de scrutin fait que la liste arrivée en tête aura de toute façon une majorité confortable puisqu'il y a une prime majoritaire pour éviter justement que dans des situations de tripartisme, deux partis minoritaires se mettent ensemble contre le troisième parti. Et donc il y a une stabilité de la majorité future, quelle qu'elle soit, qui est assurée par le mode de scrutin. Après, il rentrera dans l'hémicycle régional, c'est à peu près sûr d'après les derniers résultats électoraux que le Front National a enregistrés. Ce n'est pas non plus d'ailleurs une nouveauté, puisqu'en 1998, le Front National avait déjà siégé au Conseil régional avec Samuel Maréchal, qui était le gendre de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Dernière question sur le Front National. Il a fait le ménage, Pascal Gana. Il a installé notamment les petits jeunes, notamment dans le Maine-et-Loire, Émeric Chapeau, qui est à Sciences Politiques. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le vote, ça? Les nouvelles têtes? Ça peut changer ou ne pas changer. On sait que l'importance du nom du candidat, de ses qualités au Front National et dans le vote Front National, dans la constitution même du vote Front National, est assez faible. On sait la capacité qu'ils ont à faire une campagne presque exclusivement autour du nom de Marine Le Pen. On sait qu'aux élections cantonales, par exemple, départementales, des candidats pouvaient ne pas être du tout présents dans une élection, ne même pas mettre leur tête sur les affiches, et pourtant obtenir des scores très comparables à des gens qui faisaient campagne. C'est quelque chose d'assez relatif, finalement, une élection. Et le candidat peut ne pas avoir beaucoup d'importance, même si on sait qu'il y a eu des dérapages lors des élections précédentes de la part d'un certain nombre de candidats qui ont pu être de fait exclus ou sanctionnés. Il est à craindre malgré tout, vu ce qu'est le Front National, son histoire, que de tels dérapages se reproduisent à l'avenir. Alors on l'a dit, on va voter les 6 et 13 décembre. Pour le moment, tous les indicateurs que l'on a, Goulven Boudik, c'est que le taux de participation sera faible. Selon Ipsos, de l'ordre de 40%. C'était il y a environ une semaine, ce sondage Ipsos. Pourquoi est-ce que ça ne mobilise pas plus, cette élection régionale? Ça ne mobilise pas plus parce qu'il y a une difficulté à identifier d'abord la région, ses compétences, et même parfois ses acteurs, ses élus, les candidats. Il y a un faible engouement pour la politique en général dans la période que nous traversons. L'alternance entre la gauche et la droite depuis l'élection présidentielle a entraîné un certain nombre d'électeurs à douter de l'utilité même de la politique et de l'action politique. Et donc ça renforce cette forme de désappointement, de désenchantement, et donc une faible mobilisation pour une institution qui est faiblement identifiée par les électeurs. Et rapidement, une dernière question sur un autre élément du sondage. Néanmoins, 54% de ces sondés se disent intéressés par cette élection. Oui, mais ça, ce sont des chiffres qu'il faut regarder toujours avec beaucoup de prudence, parce que il y a une règle qui fait que les électeurs, même quand ils ne se déplacent pas et même quand ils ne s'intéressent pas, intériorisent le fait qu'à un sondeur, il vaut mieux répondre qu'on s'y intéresse, parce que c'est pas bien, ça reste pas bien de ne pas s'intéresser éventuellement à la politique, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ne s'y intéressent pas, que ça n'a plus d'importance pour eux, que de toute façon, droite et gauche, c'est la même chose, etc. Donc il faut prendre ça avec prudence, mais c'est vrai qu'on aimerait que les gens s'y intéressent un peu plus, parce qu'il y a de vrais dossiers, de vraies compétences et de vrais enjeux derrière ces élections. Merci beaucoup, Goulven Boudik. Merci, Virginie. Je note le dernier numéro de la revue Place Publique, dans laquelle vous collaborez, Goulven, et dans laquelle il y a notamment une intervention assez longue de Jean-Marc Ayrault. La semaine prochaine, La Voix est libre s'intéressera au programme de Sophie Bringui pour Europe Écologie Les Verts et de Pascal Gana, que nous recevrons sur ce plateau, émission en partenariat avec France Bleu. Tout de suite, le journal régional présenté par Éléonore Duplet. Très bonne semaine politique.